tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, marqué bien sûr par le dernier match de l'année civile qui nous attend demain soir, déplacement à Lens pour la Coupe de France, traité avec le plus grand sérieux la saison passée par Luis Enrique et son staff. On peut s'attendre donc demain à un match bien préparé, avec une équipe qui sera assurément alternative, il va faire tourner, peut-être pas trop non plus, mais la compo va se faire en fonction de la fatigue accumulée par certains joueurs et qui commence à se ressentir dans les performances. On va parler de tout ça dans cette vidéo, en plus des premières infos mercato qui commencent à filtrer. On y voit plus clair sur les priorités du club en termes de marché des transferts. Allez, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale aux flocages qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, demain soir, retour de la Coupe de France qu'on a retrouvé la saison passée avec Luis Enrique, un parcours assez relevé qu'on a pris avec grand sérieux, Lyon en finale, mais aussi Rennes, Brest, deux belles équipes de Ligue 1. Les équipes du mois de janvier, c'était Orléans, la victoire 4-1, et Revel, je crois, au tout début du mois. Donc, ça a fait plaisir parce qu'on restait sur 2 ans de disette sous Lionel Messi. La Coupe de France est une des seules compétitions qu'il a jouées sans gagner. Rappelez-vous l'élimination piteuse au Vélodrome quand on perd 2-1 début 2023, avec en toute fin de match, Messi et les autres qui se font la passe à 10 alors qu'on doit aller chercher l'élimination. Ça, c'était un moment grandiose du PSG de Messi, Mbappé et Co. sous Galtier, et sous Pochettino, c'était contre Nice. Les tirs au but au Parc des Princes avec Xavi Simons qui loupe et Donnarumma qui en arrête aucun alors qu'il venait d'arriver avec une grosse réputation sur l'exercice construite notamment à l'Euro 2021. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver un entraîneur, un staff technique qui prenne cette compétition avec le plus grand sérieux et c'est pour ça que demain on peut s'attendre à un match où on aura une équipe assez compétitive, même si, il faut le dire, on est un peu forcé de faire tourner sur certains postes. Des joueurs méritent d'aller en vacances avant les autres. On va pas se mentir, les Hakimi, Pacho, même Barcola, c'est pas parce qu'il est bon ces derniers temps, mais parce qu'il est complètement carbonisé. Son match contre Monaco l'a prouvé. On va avoir le retour de Nuno, potentiellement titulaire, parce que il a loupé le déplacement à Monaco, mais depuis, il a repris l'entraînement collectif normalement. On commence avec une grosse équipe, on n'a vraiment pas eu de chance. On aurait pu tomber par exemple contre Vierzon. J'habite à 15 minutes de Vierzon, voilà, c'est pour l'anecdote. Et je crois qu'il y a un rappeur connu, Jossman ou Joker, qui est né là-bas. On aurait pu tomber sur Vierzon, c'est pour ça que je m'étais mis devant le tirage au sort, espérant voir le PSG dans ma région. Et au final, eh bien, on se tape Lens, en plus en déplacement là-bas. Équipe qui devrait nous presser, mais du coup nous laisser des espaces dans leur dos, bien sûr, hein, les Lensois de Will Steve qui ont changé de système ces derniers temps. Ils jouent plus à 3 derrière, comme ça avait été le cas par exemple au Parc quand on gagne 1-0 début novembre avec le but de Dembélé très rapidement. Là, ils jouent en 4-4-2. Ce sera sûrement reconduit demain. Donc voilà. Allons sur la composition. D'abord, le poste de gardien. Donc pour Donnarumma, la balafre, on parle de 10 à 15 jours d'absence. Ça parle d'un retour dès le Trophée des Champions le 5 janvier contre Monaco à Doha. Ne précipitons rien. On a Safonov qui est plutôt en confiance sur le dernier mois, titularisation à Munich, machin. Inversion de la tendance dans la hiérarchie, même si Donnarumma ces dernières semaines avait un petit peu retrouvé du poil de la bête. Voilà. Ne précipitons pas son retour, laissons-le tranquille. Perso, même le Trophée des Champions, il peut venir s'il veut faire les célébrations dans le vestiaire, machin, mais pas sur le terrain. Donc demain, on aura Safonov, bien sûr, hein, qu'on espère bon au pied. On rappelle son entrée contre Monaco, où il est à 2 doigts de sortir majestueusement le péno de Ben Seguir, très bien tiré, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et à la relance, bon, voilà, pas extraordinaire, aussi assez chanceux sur certaines frappes, notamment celle de Minamino. Arnao Tenas intéresserait le Rennes de Sampaoli, qui a retrouvé Mandanda qu'il avait mis sur le banc à Marseille en 2021. On sait que Sampaoli aime bien un gardien qui est premier relanceur. Tenas l'est, ça c'est sûr. Hein. Arrêter les ballons, bon, c'est pas trop ce qui le préoccupe, Tenas, parce qu'il est petit, il a pas vraiment de qualité là-dedans. Mais par contre, c'est vrai qu'au pied, les passes téléguidées, la passe décisive sur le match contre Toulouse peut témoigner. Alors on va voir comment Luis Enrique va réagir à cette info, parce qu'il a déjà eu des courtisans, Tenas l'été dernier, et l'entraîneur espagnol l'a gardé, a voulu justement le garder dans son effectif, l'inclut en conférence de presse dans sa fameuse concurrence au poste de gardien. Il dit qu'ils sont 3, il dit qu'il y a bien Tenas, qu'on a par ailleurs vu 0 minute cette saison. Donc c'est vrai que là-dessus, peut-être que lui aussi va vouloir lancer sa carrière tout simplement en fait. Et si demain soir il n'est pas titulaire, en Coupe de France, voilà, qui plus est, sans Donnarumma, tu peux faire tourner Safonov à jouer contre Monaco cette semaine. C'est départ cet hiver, quoi, pour que le garçon, enfin, je suis lui, je demande le départ cet hiver, si je joue pas demain. En plus, Rennes, bon, c'est un contexte plutôt intéressant avec un nouvel entraîneur, ce qui redistribue complètement les cartes. Voilà. À droite de la défense, évidemment, Hakimi, bon, il joue 90 minutes sur tous les matchs depuis le retour de la trêve internationale, si je dis pas de bêtises. Donc, perso, je l'aurais laissé partir en vacances plus tôt. Voilà, c'est vraiment le genre de joueur à qui j'aurais fait cette faveur, parce que c'est le meilleur Parisien sur la première partie de saison, peut-être même le meilleur joueur de Ligue 1. Enfin, s'il maintient ce genre de prestations, physiquement, ça m'étonnerait. Je pense qu'à un moment donné, il va accuser le coup machin, mais s'il garde cet apport offensif tout en n'étant pas un boulet défensif pour son équipe, en fin de saison, je pense qu'on militera pour qu'il ait le trophée UNFP du joueur de la saison, en fait. Parce que vraiment, c'est assez exceptionnel. Et là, actuellement, bon voilà, normalement, c'est le joueur du mois de décembre en Ligue 1. Et c'est le meilleur joueur aujourd'hui dans notre championnat. Donc voilà, je le laisse au repos demain. On axe sur le côté gauche, avec Nuno qui va revenir, peut-être un Barcola titulaire. Et donc, pour remplacer Hakimi, alors c'est sûr qu'il y a un impératif de recruter ici, surtout que même au poste de central droit, on n'a personne derrière Marquinhos, d'autant plus si Skriniar part, ce sont les échos qu'on a ces derniers jours du côté de Galatasaray en Turquie, on va y revenir. Donc bon, demain Warren, qui a fait un plutôt bon match à Monaco, latéral gauche, clairement, parce que voilà, il y est à partir de la 20e à la place de João Neves qui avait débuté le match, c'est vrai que voilà, Warren, on le met à ce poste-là. Nuno, je le mets titulaire à gauche. Après, voilà, sur le fait de lui laisser des libertés offensives, ça voudrait dire que tu te retrouverais avec 2 milieux au poste de latéraux. Donc peut-être dans un rôle un peu moins offensif que d'habitude pour Nuno, que ces dernières semaines. Marquinhos, Pacho, alors je suis pas sûr qu'on les voit. Marquinhos n'a pas été titulaire contre Lyon, donc peut-être qu'on l'aura. Mais Pacho, honnêtement, tu vois, c'est un des joueurs qui est qui enchaîne et qui commence à être fatigué. À Monaco, au-delà du but d'Embolo, l'attaquant suisse remporte la plupart des duels sur la durée du match. Et Pacho accuse un petit peu le coup. Donc pareil, c'est celui que j'aurais laissé partir un peu plus tôt. On l'a déjà fait en plus sur le match contre Angers avant la trêve internationale de novembre. Demain, je pense un Beraldo. Surtout que Lens sont un peu décimés en attaque. Hein. Satriano, il s'est fait les ligaments. Labo Lascari, c'est pareil. Donc on peut se permettre peut-être de faire tourner dans ce secteur avec Beraldo ou alors Skriniar, le retour de la bonne vieille charnière Skriniar-Marquinhos qui va nous rappeler la première partie de saison dernière. Il y a Brice Samba aussi au rayon des absents du côté de Lens. Après Monaco cette semaine qui n'avait pas leur gardien titulaire, et bien là on a Brice Samba qui n'est pas là. Donc voilà, c'est un autre bon point, parce que de notre côté, on a retrouvé l'efficacité avec un Dembélé qui est sur 3 buts sur ces 2 derniers matchs. C'est quand même pas rien. Au milieu, c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'aimerais voir Seny Manioubou titulaire au poste de relayeur gauche plus particulièrement, parce que il a une capacité de déplacement qui est très intéressante. Ils sont très tranchants, ils se projettent
derrière les défenseurs, vers le but, la surface. Et il a surtout la vivacité qui va avec. C'est-à-dire qu'il va faire le déplacement, et quand tu vas le lancer, eh bien, il va prendre l'ascendant sur son adversaire. Parce qu'il court vite, parce qu'il est jeune, parce qu'il est frais. Et ça, c'est une qualité qui te différencie d'un Fabian Ruiz qui fait les bons appels, qui fait les bons déplacements. Mais quand il a le ballon, voilà, c'est très compliqué. Moi, je trouve que pour jouer avec Barcola et Nuno, Mayulu peut être une belle solution, en fait. Les deux, ils ont peut-être besoin d'un joueur capable de les lancer dans la profondeur, mais de l'autre côté, peut-être aussi un joueur voilà capable d'attirer des défenseurs avec lui, et donc les laisser, eux, en 1 contre 1, leur laisser plus d'espace. Donc ça peut vraiment être intéressant, surtout si on rejoue avec un faux neuf, comme ça a été le cas avec Désiré Doué mercredi à Monaco, parce que quand Désiré Doué décroche, évidemment, c'est à un milieu de faire l'appel dans le dos du défenseur central que Désiré Doué emmène avec lui. Et on l'a vu plein de fois mercredi. Vitinha, Ruiz aussi, beaucoup l'a fait, mais voilà, c'est des mecs qui sont pas faits pour courir sur 30 mètres, ils ont pas l'explosivité. Je pense que Mayulu l'a. Et en plus, il peut bien finir. Il a une qualité de frappe plutôt intéressante. On l'a vu sur les matchs qu'il a joué contre Strasbourg, notamment. Donc j'aimerais vraiment voir Mayulu, pour toutes ces raisons, titulaire demain. Après, il revient de blessure. Bon, on sait que Luis Enrique, il te met pas titulaire comme ça d'un seul coup, donc c'est un peu une bouteille à la mer que je jette, quoi. Surtout qu'au mois de janvier, autant la saison passée, notre mois de janvier avait été très tranquille, hein. Rappelez-vous, à chaque fois, on avait une semaine complète entre les matchs. Voilà, c'était vraiment chill pépère. Là, bah il y a la Ligue des Champions, le 22 et le 29 contre City et Stuttgart. On commence dès le 5 avec le Trophée des Champions, qui en plus très relevé, hein. C'est pas Toulouse au Parc des Princes comme la saison dernière. C'est Monaco, en plus au Qatar. Donc voilà, ça va être un mois de janvier très chargé, très chargé. Et il aura du temps de jeu Mayulu, assurément, je pense. Surtout si demain on passe. Parce que du coup, on va jouer la Coupe de France en plus du calendrier déjà préparé actuellement. Normalement contre une équipe moins relevée que Lens, quoi. Donc contre laquelle on pourra faire tourner. Mais ça, c'est sous réserve de qualification demain, bien sûr. En 6, bon, Vitinha, il a joué tous les matchs. Je crois qu'il joue 45 minutes contre Toulouse au retour de la trêve. Et ensuite, il joue tous les matchs pendant 90 minutes. À un moment donné, lui, c'est pareil. Faut le faire souffler. Pourtant, on ressent pas la fatigue. Autant Pacho Barcola, on la ressent. Lui, contre Lyon et Monaco, surtout les deuxièmes mi-temps, sont très réussis. Il prend le jeu à son compte. Il est bon. Alors défensivement, c'est sûr que, bon, c'est pas la tour de contrôle qui protège sa charnière centrale. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai qu'avec ballon, ça passe par lui la plupart du temps. Bon, malgré ça, demain, voilà. Mettons João Neves à ce poste-là, qui, lui, est sorti à l'heure de jeu contre Monaco, donc ça laisse présager une titularisation. Fabian Ruiz n'était pas titulaire contre Lyon, donc on peut se dire qu'il va enchaîner après son match à Monaco, qui n'a pas forcément été très bon. Mais voilà, João Neves 6, Mayulu relayeur gauche, Fabian Ruiz relayeur droit, milieu haut. Bon, c'est ce que j'aimerais. Après... peut-être Désiré Doué relayeur gauche, parce que demain, Gonzalo Ramos, il a été titulaire sur les 2 derniers matchs. Il a fait des entrées de sniper. Bon, il sera sûrement là au poste de 9. Désiré Doué pourrait aussi prendre la place de Barcola, comme j'ai dit, qui est fatigué en ailier gauche. À voir. Peut-être aussi Likanguine. Tu mets Fabian Ruiz relayeur gauche, Likanguine à droite. Ça peut se discuter aussi, ce sont des solutions. En pointe, justement, je sais pas si on jouera avec un faux neuf ou avec Ramos, parce que si on suit la logique des matchs contre Lyon et Monaco, donc 2 équipes qui sont venues nous presser, où tu as eu un 9 qui était clairement un milieu relayeur la plupart du temps. Bon, un peu moins Dembélé contre Lyon que Doué contre Monaco, qui lui était vraiment voilà un 8-10 quand on ressortait, pour créer du surnombre bien sûr à la relance et avoir de la qualité technique. Parce que Doué a été très bon dans ce registre. Les contrôles, la capacité à se retourner, à résister à la pression, parce que c'est vrai que Monaco était une équipe athlétique et au final, bah, lui, il a gagné les duels, à la différence d'un Likanguine, par exemple, quand il est faux neuf. La capacité à jouer en une touche aussi, à bonifier des ballons pas forcément bien donnés, hein, parce que notre première ligne de relance, elle est pas parfaite. Hein. Les espèces de ballons, Pacho typiquement, sur le but de Mikotadze contre Lyon. C'est voilà le ballon que t'allonges, du coup il est dans les airs, difficile à contrôler pour le receveur, c'est loin, donc tu peux te faire tamponner assez rapidement, t'es dos au but, machin. Lui, il réussit un peu à les bonifier. Donc c'est pas mal. Même si, de son côté, Gonzalo Ramos a pour lui de jouer en une touche. La plupart du temps, bon, le ballon lui brûle les pieds, mais du coup, jouer en une touche,
c'est pas mal quand tu relances au sol pour fluidifier le jeu et l'accélérer. Demain, Lens devrait nous presser. Même si c'est un match de coupe, je pense pas qu'ils vont se livrer dès la première minute à nous presser à tous les instants, tu vois. Et de l'autre côté, pour nous, je pense que, comme du coup c'est aussi un match de coupe, on n'a pas grand intérêt à mettre un œuf dans la surface et à canarder les centres dès le début du match, tu vois. Les centres, on va les garder pour la deuxième mi-temps si on est un peu en ballottage défavorable. Mais au début du match, je suis pas sûr que ce soit la tactique pour laquelle on optera. Pour toutes ces raisons, je suis curieux de savoir si on va jouer avec un faux neuf, encore une fois, demain. Voilà. Surtout que Désiré Doué a été vraiment très bon contre Monaco et sa capacité, voilà, quand il emmène les défenseurs avec lui, ce qui permet à Barcola de prendre la profondeur. Typiquement sur l'action de Barcola en première mi-temps, c'est ça. Et le milieu qui se projette, dont on faisait référence avec Mayoulou. Même si Désiré Doué finit à Monaco très fatigué, dès le début de la deuxième mi-temps, il accuse le coup. Et en plus, quand il est fatigué, il perd en lucidité. Il est tout de suite moins bon. Il s'enferme dans des exploits individuels qu'il ne réussit pas, bien sûr. Donc c'est vrai que aujourd'hui, Désiré Doué, en fait, il n'est pas capable de faire 90 minutes. Et en prévision des matchs de Ligue des Champions du mois de janvier, alors d'ici là, peut-être qu'il aura pris du rythme, hein, mais si on l'imagine garder cette dynamique, en fait, en Ligue des Champions, je serais curieux de savoir ce qu'il donnerait en tant que titulaire, tu vois, sur un match à haute intensité, qui est celui qui nous attend contre Manchester City. D'ailleurs, on voit, hein, les gars, l'enjeu du calendrier dont on parle à chaque fois lors des tirages au sort, quand on dit « oui, on a tiré telle équipe, machin, mais la forme du moment n'est pas celle qui sera en vigueur quand on les affrontera ». Là, typiquement, voilà, s'ils avaient pu mettre Manchester City à la place du match contre Salzbourg, on aurait été très très content parce que on les aurait affrontés à un moment où ça va très très mal pour eux. La dynamique est absolument catastrophique. Le 22 janvier, malheureusement, enfin, on n'en est pas sûr, hein, mais ce sera probablement une équipe assez différente. Bref, pour revenir sur Doué, je n'oublie pas aussi ses déplacements très bons dans la surface. En plus de sa finition en une touche très bonne. À la différence d'un Marco Asensio, par exemple, qui est vraiment pas bon à la finition. Je crois que c'est un de nos pires attaquants statistiquement cette saison. D'ailleurs, Asensio, qu'on ne voit plus du tout. Il a joué 7 minutes contre le Bayern, 11 contre Auxerre, et depuis, rideau terminé, on ne l'a pas revu. Donc, en vue du mercato, si on peut se séparer de son salaire absolument gigantesque, ce serait pas mal. Surtout que lui, je crois qu'il a signé jusqu'en 2026. Donc, l'été prochain, on sera à un an de la fin du contrat. Donc, voilà, si on peut faire typiquement un prêt avec option d'achat cet hiver, enfin, je l'envoie, tu vois, pour que ils prennent du temps de jeu, de la valeur, pour que l'équipe qui le prenne soit tentée de lever l'option d'achat l'été prochain, ou alors lui, voilà, qui revienne avec de la confiance, une envie aussi, voilà, de partir ailleurs, trouver un autre club. Vraiment, lui, si on peut le faire partir, faisons-le partir, parce que c'est vrai que autant l'année dernière, son rôle de super sub, il l'avait bien tenu, autant là, ça a quand même été compliqué, hein. Même quand il était titulaire, machin, bon, on l'a pas trop vu, quoi. À gauche, Barcola, comme je l'ai dit, a semblé très fatigué. Peut-être que du coup demain ce sera Doué à sa place sur le côté et donc Ramos en pointe. Je l'exclus pas, j'exclus pas ça. Bon, après Barcola contre Lens, j'ai le souvenir de son match en janvier dernier qui était plutôt sympa avec son très beau but, rappelez-vous. Et c'est un rouge qui va chercher, je sais plus si c'est un rouge. Lens, de toute façon, ils prennent quasiment tout le temps des rouges contre nous. Bah, déjà, le mois dernier, c'était Kuzanov, là, l'Ouzbek, qu'on veut recruter visiblement lors du prochain mercato, qui a pris un rouge pour un tacle dangereux sur Hakimi au parc. Il y avait un autre tacle lors du match qu'on gagne 3-1, je crois, la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Voilà, bref. Donc peut-être que demain, on pourra compter sur un rouge, à défaut d'avoir pu compter sur ça contre Monaco, avec Singo et Camara sur Doué en deuxième mi-temps. Dembélé, alors il a joué 86 minutes contre Lyon, 90 contre Monaco. Peut-être que demain, il sera sur le banc. Hein, c'est vrai que 3 fois titulaire, ce serait peut-être un peu trop. Lee Kang-in pourrait être ailier droit, même s'il est très frustrant, il t'apporte de la sécurité techniquement. Après, voilà, comme je l'ai dit, je le mets titulaire que si on a un 9. Parce qu'ils sentent beaucoup, et pour ça, il faut un 9. Si tu mets Désiré Doué, ça sert à rien de mettre Lee Kang-in ailier droit, en fait. Les deux, vont pas du tout s'entendre. Autant Doué, pour moi, peut jouer avec Barcola ou Mayoulou, mais pas avec lui. Donc voilà.
Surtout en plus quand Doué est faux numéro 9, il est pas du tout dans la prise de profondeur, chose que Lille apprécie. On se rappelle des passes D qu'il donne l'année dernière, notamment à Mbappé, rappelez-vous, contre Brest, si je dis pas de bêtises, le match qu'on gagne 3-2 en octobre dernier. Donc voilà. Passons au mercato. Demain, les gars, on va pouvoir faire un focus sur Kusanov, normalement, qui sera titulaire aux côtés de Danso. Alors, il est droitier, mais il joue axial gauche de la défense à 4 de Lens ces derniers temps. Lens qui doit vendre, qui veut vendre pour 44 millions cet hiver. Et il voudrait vendre un de leurs deux défenseurs, donc Danso ou Kusanov. Alors, Danso, il est plus vieux. Donc c'est vrai que les supporters, ils se disent autant capitaliser sur lui, alors que Kusanov, on peut encore un peu attendre et faire une plus-value de dingue, sachant qu'ils vont acheter 100 000 euros, je crois. Donc déjà, s'ils le vendent 25 millions, ce sera 250 fois le prix d'achat, ce qui est assez exceptionnel. Jorge Mendes est mandaté pour lui trouver un nouveau club. Luis Campos s'entend bien avec le directeur sportif de Lens. Tout ça, bon, ça va dans le sens d'un recrutement de Kusanov. Personnellement, j'aime beaucoup le joueur, hein, il a des qualités bien sûr, mais je suis un peu mitigé sur la capacité à transposer ce qu'il fait actuellement à Lens dans un contexte inférieur au plus haut niveau, assurément, et donc transposer ça dans le PSG de Luis Enrique, le PSG de la Ligue des Champions. Je me dis que c'est peut-être une marche un peu haute pour lui. Surtout qu'en plus, il m'a jamais vraiment impressionné quand il jouait contre nous. Pas plus tard que le mois dernier, il prend un rouge au Parc des Princes parce que il fait un attentat sur Hakimi. Bon, il m'a jamais vraiment choqué contre nous, qui sommes du coup une grosse adversité qu'il sera amené à jouer contre nous. Par contre, il y a une piste que j'aime beaucoup plus, c'est celle qui est sortie hier dans les médias, alors qui est sortie, qui est un peu tuée dans l'œuf directement, parce que on nous a dit qu'il pourrait pas s'entendre avec Safonov. Je parle de l'Ukrainien de Bournemouth. Il y a Zabarny, qui est un défenseur très rapide, pris à 36,6 km/h, je crois, en première ligue. C'est assez exceptionnel. Donc on parle de quelqu'un qui est très tonique sur les appuis, très rapide pour défendre les grands espaces. Je trouve qu'il défend bien sa surface aussi. Enfin, pour moi, voilà, quand t'es au PSG, c'est les deux qualités défensives qu'il te faut. Enfin, les trois, c'est les grands espaces, absolument, surtout le PSG de Luis Enrique qui joue très très haut. La surface, pour les corners, pour le fait que voilà, on ait des milieux par exemple qui ne savent pas trop défendre l'entrée de la surface ou même dans la surface, et les airs. Pareil, il est très bon dans ses duels aériens. Ça, c'est une piste qui me plaît. Alors après, on nous dit qu'il pourrait pas s'entendre avec Safonov qui est russe par rapport à la guerre. Alors c'est vrai que bon, nous, on n'a pas connu la guerre depuis nos grands-parents, voire arrière-grands-parents pour les générations inférieures à la mienne qui regardent les vidéos. Donc c'est vrai que c'est difficile de se prononcer sur ce qu'est avoir son pays en guerre. Peut-être que les mecs sont vraiment touchés et peut-être qu'ils en parlent. Après, enfin voilà, je vois mal Safonov en parler dans les vestiaires. Je sais pas, on n'a pas trop d'écho sur sa personnalité. C'est vrai qu'il a l'air un peu atypique le garçon, hein. Quand il s'était présenté à l'entraînement avec la balafre l'été dernier, et en plus, un t-shirt tout troué, là, les photos qui avaient tourné, c'était un TikTok, je me rappelle, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les histoires de pension alimentaire avec sa femme, bon, ça relève du privé, mais bon, c'est vrai que... Mais visiblement, il plaît, hein, dans le vestiaire, et d'ailleurs, il joue, Luis Enrique lui fait confiance. Donc ça veut dire qu'il fait de bons entraînements. Après, pour tout ce qui est politique, ça dépend de la conception du foot, en fait. Est-ce que tu considères le foot comme un sport qui dépasse les clivages politiques, qui dépasse voilà les clivages sociaux pour être un élément fédérateur? Donc tu as cette vision un peu bisounours du stade de foot où tout le monde se dépouille de ses caractéristiques sociales pour voilà se retrouver et se mélanger. Bon, je n'ai pas trop cette vision, d'autant plus au PSG en fait, hein, où bah t'as la tribune Auteuil où ça chante, où c'est le foot populaire, et bah t'as la tribune des touristes où ça chante pas, et sans parler bien sûr de ce qu'est le Parc des Princes en tribune présidentielle, à savoir un enjeu politique et géopolitique. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es supporter parisien, je pense que plus que n'importe quel autre supporter dans le foot actuel, tu ne peux pas dire que le foot n'est pas politique, parce que le PSG est un outil géopolitique du Qatar, quoi. Enfin, quand on signe Messi en 2021, c'est pas pour le sport, c'est parce que la Coupe du Monde, c'est l'apothéose de leur stratégie qui consistait à tout simplement mettre le Qatar sur la carte pour que les gens sachent où c'est. Parce qu'avant, on savait pas qu'est-ce qu'était le Qatar. C'est la réalité.
Voilà. Et donc, le PSG participe de ça avec le soft power machin. Donc, c'est vrai que, du coup, t'as une autre conception qui vise à considérer le foot comme politique. Pareil, quand t'as les présidents qui viennent en tribune machin. Déjà Jacques Chirac en 98, voilà, Emmanuel Macron, la finale au Qatar et même avec Poutine en 2018. Donc bon, perso, je fais partie de ceux qui pensent que le foot est éminemment politique. Après, est-ce que les joueurs le sont? J'en suis pas sûr. Quand j'ai lu ça, j'ai un peu rigolé. Enfin, je me suis dit si les mecs, enfin, ma première réaction ça a été si les mecs sont incapables de mettre ça de côté. Bon, c'est des footballeurs quoi. C'est pas des politiciens. Moi, je les considère comme assez loin. Après, comme je l'ai dit au tout début, c'est vrai que voilà, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir son pays en guerre. Donc peut-être que les mecs sont vraiment touchés et transposeront ça dans le vestiaire. C'est vrai que c'est une question qui est un peu difficile, mais c'est dommage parce que c'est vrai que ce joueur me plaît, ce petit Ukrainien. Surtout que pour Skriniar, ça parle d'un départ à Galatasaray. Alors dans le cadre d'un prêt, ça semble vraiment se concrétiser et le joueur ouvert. La Juve, ils sont hors jeu. Il y a un mois, ils s'intéressaient, mais visiblement Thiago Motta n'en veut plus. Donc j'aimerais que ça se fasse. Après, dans le cadre d'un prêt, je suis mitigé. Autant avec Icardi, on a eu une bonne expérience parce qu'on l'a prêté et ensuite ils ont payé, ils l'ont pris définitivement. Mais le championnat turc, on sait que c'est particulier. Alors, les histoires de transferts impayés, les joueurs qui attaquent en justice, Fegouli, Bafetim Bigomis, ça j'en suis un peu moins sûr. Il y avait Schneider aussi, mais ça remonte à une époque très lointaine. Bon, ça c'est un peu plus loin. C'est vrai que ça fait 5 ans, les histoires de salaires impayés. On n'en entend plus trop parler. Mais là, dernièrement, pour parler de Galatasaray, t'as Hakim Ziyech qui dit « Je veux absolument me casser, je veux plus entendre parler de Galatasaray », qui est un club... Enfin voilà, il tabasse le club, il dit « Je veux juste qu'il me laisse partir, qu'il m'oublie, parce que voilà, moi je veux plus entendre parler de ce club ». Donc c'est vrai que si on le prête, j'espère que ça va bien se passer pour lui là-bas, parce que ça peut vite partir en couille, et au final, qu'il revienne bredouille, Skriniar. Donc si on pouvait le transférer définitivement, directement, ce serait pas mal. Et on a eu une info concernant Osimhen. Alors ça, c'est exceptionnel. C'est un article RMC Sport Fabrice Hockey qui nous dit, alors, Luis Campos a parlé avec Osimhen, enfin, pas Luis Campos, mais le PSG a repris contact avec Osimhen. Osimhen est ouvert. Mais on pourrait se heurter aux réticences de Luis Enrique qu'ils avaient déjà eues lors de l'été dernier. Donc moi, je trouve ça exceptionnel de relayer donc clairement la parole d'un directeur sportif qui veut faire Osimhen, qui veut aussi prouver qu'il travaille à recruter un numéro 9, mais qui veut dire, bah regardez, c'est l'entraîneur. Et ça, c'est vrai que là-dessus, je trouve une forme d'hypocrisie entre les deux. Les deux Luis, là, Campos et Enrique, ils font, bien sûr, voilà, duo très solide, machin, mais sur le poste de 9, ça commence à se voir que Luis Campos en veut un et que Luis Enrique n'en veut pas. Enfin, c'est gros comme le nez au milieu du visage, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve une première forme d'hypocrisie entre les deux. Pardonnez-moi de le dire. Par contre, il y a quelque chose de très juste qui est dit dans cet article, c'est que là, le mercato d'hiver va être conditionné par nos résultats en Ligue des Champions. Et donc peut-être que les premières semaines seront très tranquilles, jusqu'au 22 janvier le match contre City, peut-être même le 29 match contre Stuttgart. Luis Campos va probablement proposer des contrats à toutes nos pistes, sans donner suite. On sait très bien que c'est ce qu'il fait la plupart du temps. Et si après Stuttgart, donc on voit qu'on est qualifié en Ligue des Champions, bah là on va accélérer. Et ça pourrait laisser présager des derniers jours de mercato un peu chaud du côté du PSG. Parce que recruter cet hiver pour au final se faire éliminer de la Ligue des Champions, ça servirait absolument à rien. Donc c'est vrai que sur les premiers jours, ce qu'il faudrait, ce serait par contre, voilà, que Moussa Sissoko trouve un point de chute très rapidement à Colomani. Ça par contre, c'est obligatoire. Et Skriniar pareil, si on peut boucler ça rapidos, c'est tant mieux. Bref. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve. Alors demain, je ne sais pas les gars, si je pourrais faire un débrief de ce lance PSG, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, puisque je suis tout simplement en vacances, je serai au milieu de la campagne alsacienne pour les marchés de Noël, donc on va profiter. Et en fait, ça dépend de la Wi-Fi les gars. Je fais la vidéo là et je prends la route derrière, donc je vais tester la Wi-Fi. Si elle est forte, je pourrais regarder le match et poster la vidéo derrière. Si je suis dans un trou paumé, ça va être compliqué. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis, et prenez soin de vous, bonnes fêtes, bonnes vacances, puisque je pense que la plupart d'entre vous vont retrouver leur famille sur les prochains jours. Et on envoie tout notre soutien à ceux qui sont tout seuls dans ces périodes. Voilà, on est de tout cœur avec vous. On a aussi une pensée à tous ceux qui sont dans la rue, dans des situations où la santé ne suit pas, par exemple. Voilà, on envoie de l'amour à tout le monde, prenez soin de vous, ciao les amis.